Les banques françaises font partie des actions qui ont été les plus sanctionnées en bourse par les investisseurs depuis l'annonce de la dissolution. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. On se demande évidemment si c'est excessif ou si c'est justifié parce qu'on a entre en gros 7 à 10% de baisse en bourse depuis le 10 juin des banques françaises. Pire semaine depuis, ça nous renvoie à la crise du secteur bancaire aux États-Unis, les faillites des banques régionales, c'était en mars 2023. Vous en pensez quoi? Cette sanction boursière, elle est excessive ou pas? Parce qu'on nous a quand même, on sait quand même que nos grandes banques sont largement diversifiées géographiquement aussi. Hein. Oui, alors je pense qu'il faut pas. Il y a un certain nombre de facteurs qui s'accumulent sur le sujet. Déjà, quand vous dites les corrections, elles ne sont pas non plus démentielles, hein, puisqu'il faut avoir en tête que l'ensemble du CAC 40, il a baissé de 8,9% par rapport à son pot depuis le moment entre le point haut et le point bas. Donc on est. Oui, mais elles font pire. Les banques font pire. Elles font pire, mais en fait la notion est relative. Le pire n'est pas non plus démentiellement pire. C'est le premier point. Deuxième point aussi sur le secteur bancaire plus spécifiquement, c'est que faut savoir aussi d'où il vient. Et il ne faut pas oublier qu'en réalité, les banques, elles sortent d'une séquence qui les emportait pas forcément en fait au cours des dernières semaines, voire même des derniers mois, mais ça fait déjà 1 an et demi qu'elles sont très bien orientées en termes de perspectives boursières et de dynamique boursière. Et d'une certaine manière, c'est un prétexte probablement en fait cette dissolution pour prendre des bénéfices sur des entreprises qui ont connu un parcours extrêmement positif et dont on pourrait quand même interroger la légitimité. C'est ça le sujet quand même. Le sujet, c'est est-ce que le parcours au préalable, au-delà même de la correction actuelle, est-ce que le parcours qui avait été encaissé n'était pas trop bon? Et là, pour le coup, on peut véritablement s'interroger, hein, puisque je rappelle qu'une banque, c'est quoi? C'est d'abord une structure qui distribue du crédit. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'avec des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés que par le passé, aujourd'hui la distribution de crédit est à l'arrêt. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, une banque, c'est une structure qui fait de la transformation, donc qui va se financer à court terme pour prêter à long terme. C'est comme ça aussi qu'elle gagne de l'argent. Aujourd'hui, les taux longs sont inférieurs aux taux courts, elle ne peut plus le faire. Vous voyez, donc on a tout un tas d'arguments qui, quand même, viennent surtout remettre en question le beau parcours effectué par les banques jusqu'à maintenant. Bon, après, on sait que souvent, on ne vous entend pas toujours très bien. Il y a du bruit autour de vous, hein, Pierre, je tenais à vous le dire. Il y a une sensibilité, on le sait, des banques. Dès qu'il y a de l'instabilité, dès qu'il y a des inquiétudes sur les marchés, souvent les banques, ce sont elles qui trinquent en premier parce que les banques, vous l'avez dit, sont le reflet de l'économie d'un pays. Elles prêtent de l'argent à des ménages pour acheter, qui ont un projet immobilier, les entreprises qui veulent agrandir et investir leur outil de production. Et si les agents économiques, quels qu'ils soient, n'ont plus confiance ou ont moins confiance parce que l'environnement politique est incertain, évidemment, ça fait moins de projets à financer pour les banques. Ça, on le comprend. C'est ça. Ça fait donc beaucoup au final. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit peu le pavé dans la mare, mais au final, et je le répète, hein, je pense qu'on part d'un point qui est trop haut pour les banques. On a trop bien valorisé ces établissements en faisant fi de la conjoncture actuelle qui devrait leur être défavorable. Et j'ai envie de dire, la déstabilisation associée à l'imprévisibilité du gouvernement qui sera le nôtre à horizon de quelques semaines, c'est un petit peu, je dirais, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et peut-être pour le coup, hein, autant on peut s'interroger sur est-ce que la correction aujourd'hui est légitime? La réponse est évidente, c'est oui, mais on peut même s'interroger sur la poursuite de la correction dans ce cadre-là. Voilà, et puis encore une fois, tout dépendra aussi après de la politique économique, Pierre, qui sera potentiellement menée ou pas, si le pays est ingouvernable, si un gouvernement décide de laisser filer les déficits ou augmente, pour le coup, violemment les impôts. On comprend bien que tout ça peut avoir un impact sur la santé des banques. C'est ça. Et en plus, il y a aussi une insécurité, entre guillemets, en termes de taxes. Hein, puisque vous le savez, un certain nombre de partis évoquent la possibilité d'une taxe bancaire. C'est arrivé en Italie, ça a fait beaucoup peur. Alors on s'est rendu compte qu'au final, en gros, les choses avaient été amoindries. Mais il y a aussi, en fait, une spécificité associée au monde bancaire qui pourrait être susceptible d'avoir une fiscalité particulière. Hein. Il y a la fiscalité globale qui peut altérer en fait la dynamique économique du pays, et puis il y a la fiscalité particulière du monde bancaire. Et pour le coup, on pourrait avoir aussi des mauvaises surprises sur ce point-là. Donc là encore, hein, beaucoup de facteurs qui font que si ce secteur-là en Europe qui pèse lourd, hein, on n'est pas aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on est dans un monde dans lequel en fait les banques en Europe sont le principal intermédiaire, celui qui fournit le carburant à l'économie dans son ensemble. C'est beaucoup moins le cas aux US, qui se financent beaucoup plus à travers les marchés obligataires. Chez nous, on est véritablement face à des acteurs aujourd'hui qui, finalement, quand on fait le point, hein, on fait l'état des lieux,
voit les vents contraires s'accumuler. Donc pour le coup, pour l'investisseur, encore une fois, je pense que la prudence, au-delà même des actifs européens, qui souffrent aujourd'hui d'une forme d'incertitude, et c'est ce qu'on déteste sur les marchés financiers, c'est l'incertitude, et encore plus l'incertitude quant au fait que les règles de jeu changent. Ce que ne supportent pas en fait les investisseurs, c'est quoi? C'est simple, surtout quand on achète des actions. Une entreprise, on est capable de dire, elle est capable de créer de la richesse, mais à périmètre constant, lorsque les règles du jeu sont fixes. Aujourd'hui, on est face tout de même à des perspectives où les règles du jeu pourraient changer, voire même radicalement selon les gens en fait qui prendront le pouvoir en France. Et là, pour le coup, encore une fois, c'est susceptible en fait de créer en fait à la fois de l'incertitude et donc des corrections importantes sur les marchés actions européens dans leur ensemble. Et vous l'avez compris, probablement sur le secteur bancaire en particulier, secteur qui est bancaire, vraiment la courroie de transmission. Oui, secteur bancaire, Pierre, qui doit se refinancer, qui se refinance indirectement, via une indexation indirecte sur les OAT, encore une fois, le taux de financement, le taux d'intérêt sur le financement de la dette française, c'est que tout ça est corrélé. Pour l'instant, l'OAT à 10 ans n'a pas trop bougé, donc pour l'instant, il n'y a pas de problème de financement, de refinancement des banques, mais ça pourrait devenir un sujet. Non. Alors, ça pourrait devenir un sujet, je pense que c'est même peut-être le seul point sur lequel il faut s'attarder, c'est, pour l'instant, finalement, ce qui se passe en France n'a pas amené à faire s'interroger les investisseurs internationaux sur la soutenabilité de la monnaie unique, la zone euro. Puisqu'quand vous regardez les taux d'intérêt, effectivement, ils n'ont pas beaucoup bougé. Ce qu'on appelle les spreads de taux n'ont pas beaucoup monté. C'est franchement l'épaisseur du trait par rapport à ce qu'on avait connu au début des années 2010. C'est pas l'épaisseur du trait non plus. On est passé de 40 points de base à 80 points de base. C'est pas non plus l'épaisseur du trait, c'est un doublement du spread. Oui, mais je vous invite à regarder en fait les courbes sur un peu plus longue période. Regardez en fait ce qui s'est passé en 2011 ou 2012 et là vous comprendrez les raisons. Il y avait le feu au lac. On était un peu stressé. Exactement. Donc je veux dire, je crois que c'était 180 points de base à l'époque, le spread franco-allemand. C'est 180 points de base et c'était monté à 500 points de base pour l'Italie et l'Espagne. C'était démentiel. Bref, donc à l'époque, en fait, tout ça s'était éteint. En gros, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on retourne finalement dans ce sujet-là? Et ça voudrait dire que les investisseurs internationaux réinterrogent la soutenabilité de la monnaie unique à travers les politiques économiques qui pourraient être finalement celles de la France demain. Si jamais ça arrive, là pour le coup, on pourra avoir en fait un très gros stress. Et donc vous savez qui détient le pouvoir aujourd'hui dans notre monde? C'est probablement moins les gouvernants. Alors c'est pas bien ou mal, c'est le plus objectif possible. Il faut faire preuve de lucidité quant au diagnostic qu'on pose. Mais aujourd'hui, ceux qui continuent en fait de détenir le pouvoir, et peut-être qu'il n'a jamais autant détenu, ça reste la Banque centrale européenne, puisque si finalement c'est elle qui va faire que, en fonction en fait des votes et de son positionnement, est-ce qu'elle va répéter whatever it takes, peu importe finalement, whatever it takes, c'est ce qui s'était produit en juillet 2012, qui avait marqué la grande convergence des taux de financement finalement de tous les pays vers à peu près le même point, à l'épaisseur du trait près. Et donc, si la Banque centrale européenne redit whatever it takes, peu importe finalement les gouvernements des pays européens, je ferai ce qu'il faudra pour maintenir la solidarité européenne autour de la même monnaie, et bien dans ce cadre-là, on n'aura pas d'écartement. Pour le moment, quand on écoute Christine Lagarde, et c'est normal, mais pour l'instant, elle nous dit, je la cite, nous sommes attentifs au bon fonctionnement des marchés financiers, mais ça se limite à ça. En même temps, elle ne peut pas dire plus aujourd'hui. Oui, bien sûr que non. Et alors, l'histoire nous montre qu'il peut y avoir un peu de stress, quelques jours, et parce que les investisseurs internationaux aiment bien faire ça, ils aiment bien aller tester pour voir si finalement ce qu'ils attendent leur est servi. Il peut y avoir un peu de stress juste après l'élection, mais je pense très honnêtement que très 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 vite derrière, Christine Lagarde et la Banque centrale européenne n'aura pas le choix ou d'autres choix que de dire ne vous inquiétez pas, je suis là, et peu importe finalement les gouvernements, j'éviterai que le bébé parte avec l'eau du bain. Donc d'une certaine manière, c'est quand même une assurance pour le secteur bancaire. Donc il y a deux phénomènes. Le risque politique pour le secteur bancaire, à mon sens, n'aura pas énormément d'impact. Par contre, plus globalement sur le secteur bancaire, quand même, réinterrogeons-nous sur les fondamentaux du secteur. Alors, je sais que nos banques sont très diversifiées, mais elles sont quand même attaquées sur un certain nombre de générations de revenus qui sont la distribution de crédit, la transformation, en fait, à savoir financement à taux court versus taux long. Tout ça, quand même, ça vient, et des taux de défaut qui commencent à augmenter, forcément. Quand vous avez prêté, vous êtes un prêteur, et le fait que les taux de défaut augmentent, ça veut dire qu'il va falloir provisionner en fait tous ces risques-là. Donc c'est ça plutôt qui nous inquiète sur le secteur bancaire, plus qu'en réalité le risque politique à court terme. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, salut. Merci David.